Et donc là, l'idée, le PIM, c'est le plateforme. Donc c'est la plateforme applicative qu'on va vouloir créer. Cette plateforme applicative, elle va dire, bah voilà, j'ai un certain nombre de composants logiques pour le formaliser. J'ai des qualités qui sont attendues. Et puis, il va me proposer un diagramme de composants, enfin, a priori, hein, et un diagramme de classe. Donc, si je copie le code ici, que je le mets là, vous voyez ici qui me dit que bah, dans mon plateforme applicative, j'ai le front-end. Dans le frontal, ce qu'on va voir sur le niveau interface utilisateur, j'ai des services principaux. J'ai des moteurs de processing qui va permettre de faire, par exemple, validation et simulation, transformation, interrogation et indexage, traçabilité, et puis toute la sauvegarde des données. Et dans les applications, en général, quand on conçoit une application, on la découpe souvent sur ces niveaux. Ce qu'on voit du côté de l'interface utilisateur, la couche de persistance et puis la couche des traitements. Et la couche des traitements, c'est en général lié à un ensemble de services qui sont fournis, et éventuellement des moteurs qui permettent de travailler sur tous les aspects dynamiques. Donc ça, c'est un peu un standard de l'ingénierie logicielle. C'est pour les gens qui conçoivent des applications, pas pour ceux qui les développent. Et on n'est pas ici sur un modèle où on a déjà choisi sa technologie. Pour l'instant, on est vraiment sur l'aspect logique de l'application. On a un automate. La logique, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, mais pas comment on le fait. Et donc, on est dans Meurize, on serait plus sur le modèle logique des données et des traitements. Et, euh, et dans le MDA, dans le Model Driven Architecture, on est sur le Platform Independent Model. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vraiment un modèle de la plateforme applicative, mais il est indépendant de la technologie de réalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore choisi, on ne veut pas choisir la technologie qui va nous permettre de réaliser tous ces éléments applicatifs. Et donc, on se concentre sur ce que c'est, ce que ça fait, mais pas sur comment on le fait. Par exemple, sur la couche de persistance, on pourrait dire, bah moi, pour sauvegarder tout ça, je vais utiliser une base de données SQL ou bien une base de données non SQL, une base orientée graphe, une base de données orientée objet, une base de données orientée ligne colonne. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de technologies au niveau des bases de données. Mais ici, on s'interdit complètement de définir ce qu'on va utiliser pour la réalisation de notre système applicatif. Donc, on est sur le plateforme Independent Model. Sur Meurize, ça correspond à tout ce qui est modèle logique de données et traitement. Et on voit qu'ici, bah, le paradigme dans Meurice c'était données, traitement. On est passé ensuite au paradigme objet avec UML1 et puis ensuite au paradigme composant. Dans le paradigme composant, la separation of concern est très importante et on voit ici qu'on a des diagrammes qu'on va pouvoir fournir qui nous permettent de décrire la plateforme en question sous forme de divers composants, chacun étant lié à un certain niveau, un certain une certaine couche d'un modèle qui est multicouche au niveau des applications, qui dit j'ai la logique métier, la logique de présentation, la logique de sérialisation. Et donc on est sur des patterns d'architecture et on voit QML nous permet, donc ici il nous a mis un diagramme, on verra plus tard les détails, hein, mais il appelle ça un diagramme de composants. Donc on a un symbole ici qui est lié au diagramme de composants, c'est le petit symbole du composant du UML. On a également des relations dans ces composants-là. Et puis on peut les regrouper par package qui sont pratiques ici pour dire bah, on est plutôt sur tel niveau. Ils utilisent le package pour dire on est sur un layer, sur des architectures multicouches, donc une couche. Et ça nous permet de pouvoir séparer ces couches au niveau de l'architecture pour décrire euh, l'organisation structurelle de l'application avec des composants. Donc là, c'est ce qui m'a généré au niveau de l'outil ChatGPT, enfin ce qu'il m'a proposé en tout cas. Et puis il me donne une autre vue qui dit je vous te fournis le diagramme de classe. Et là, si je prends le modèle de classe en question,
et que je le dessine. Je me suis trompé. Si je prends le diagramme en question et je le dessine, je pense que j'ai encore fait une erreur de manip. C'est celui-là qui fait les problèmes. Désolé. Oui, ici, vous avez encore un diagramme de classe. Et là, vous allez avoir des éléments avec user, repository, etc. Vous allez avoir des champs, texte, version. Vous allez avoir des opérations ici. Par exemple, execute, input modèle, et en sortie, c'est un modèle. Il exécute un modèle, il ressort un modèle. Donc, il m'a proposé des opérations qui pouvaient se faire au niveau de tout ça. Donc, on a un diagramme de classe, mais c'est un diagramme de classe d'objets. Et les objets en question sont liés à un modèle PIM. Donc, on est sur un modèle logique du système avec les divers objets qu'il est censé pouvoir créer. Chaque objet regroupant des données, une structure de données et des opérations. Pourquoi? Parce que c'est le paradigme objet. Et un objet, c'est quelque chose qui se comporte. Et là, si on prend un utilisateur et on voit qu'il ne se comporte pas, mais en fait, le comportement, c'est le comportement de l'objet informatique qu'on va gérer et non pas de l'objet représenté. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur des représentations des choses du monde réel sous une forme qui nous est utile dans le système applicatif. Mais les comportements qu'on a, en général, ce n'est pas forcément des comportements de l'objet dans le monde réel, c'est des comportements au niveau des classes, des opérations qui peuvent être réalisées sur ces représentations de choses du monde réel et qui va faire en sorte que cette opération-là, elle est réalisée par l'objet sur des patterns de classe d'objets. Donc les opérations sont toutes les mêmes pour les objets de même type et on va pouvoir invoquer ces opérations mais par le biais de l'instance d'objet qu'on va avoir créée qui va être par exemple la transformation 1, la transformation 2, la transformation 3, trois objets de transformation. Chacun, comme il est créé comme une instance de transformation, et bien, il aura toute la structure ici qui va se reproduire. Il aura accès à toutes ces opérations qui pourront s'appliquer sur lui-même ou éventuellement sur des choses externes si on lui donne les bons paramètres en entrée. Donc là, on est sur un modèle de classe, on est sur un modèle de spécification de l'application et c'est indépendant de la technologie de réalisation, de la plateforme sur laquelle cette logique métier va être implémentée, va être réalisée par les gens qui vont développer. Et le choix de développement est indépendant de ce que doit faire le système, des opérations qu'il doit supporter, c'est indépendant des choses qu'il manipule en termes d'information. C'est un modèle qui est indépendant des technos de réalisation. Et en ingénierie de système ou logiciel, c'est important de ne pas mélanger le quoi et le comment. Ici, on définit le quoi de l'application, quoi en termes d'objet, quoi en termes éventuellement avec la structure qui est donnée statique, mais également les changements d'état, les processus applicables, tout ce qui est dynamique. Et donc, c'est une des familles des représentations, des diagrammes de représentation en UML. Et on va produire toutes ces choses-là qui expliquent, qui vont spécifier finalement ce que l'application qui va développer va devoir faire et ce qu'elle va devoir manipuler. Mais ça dit ce qu'elle va faire, ce qu'elle manipule, mais pas comment elle le fait. Et ça, c'est le métier. C'est le métier des développeurs logiciels, éventuellement des ingénieurs et des ingénieurs sur tout ce qui est informatique. C'est le rôle éventuellement des architectes de code. Eux, ils travaillent vraiment sur le code qui va réaliser le système. Mais ils ne travaillent pas, ce n'est pas eux qui spécifient, qui vont dire, ben voilà ce que doit être ce système, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit manipuler. Ça, c'est un travail qui est fait par les analystes métiers, qui, à partir de la capture de ce que font les gens, des utilisateurs et de comment ils travaillent, va proposer un système applicatif qui est censé leur rendre un service, réaliser des tâches pour eux, ou éventuellement faire des tâches qui sont complètement automatisées, comme un acteur
métier, mais qui est autonome, qui n'a pas besoin de personne pour contrôler ou pour lui demander ce qu'il faut faire. Et tout ça, c'est le système applicatif et c'est un élément d'un système informatique complet. En général, c'est une brique qui va devoir s'intégrer dans un environnement plus global, qui est toute l'infrastructure informatique d'une entreprise ou d'une organisation, qui va être également les infrastructures externes, comme par exemple le web ou des services externes qu'on va vouloir consommer. Et puis, au niveau métier, c'est des gens qui le maintiennent, des gens qui sont formés pour l'utiliser, qui sont obligés de l'utiliser pour le faire parce que ça fait partie des standards utilisables au niveau de l'entreprise. Et à partir de là, ce sont des moyens informatiques qui leur sont donnés et qu'ils devront utiliser dans leurs activités pour soutenir leur activité parce que c'est un standard développé par l'entreprise et que c'est lié à la productivité, à l'efficacité d'une organisation. Bon, là, on est dans le cadre d'une entreprise. On peut imaginer également des applications qui sont plus pour la productivité personnelle. Et dans ce cas-là, on ne parlera pas de tout ce contexte métier, du fait que ce soit basé sur un domaine avec des process, avec des rôles, etc. On aura quelque chose de beaucoup plus générique, mais on se concentrera sur ce qui est manipulé et les services qu'on peut rendre à un individu qui travaille sur un certain sujet, mais pas forcément dans un cadre organisationnel très puissant. Donc, l'exemple, si on prend Word, Word, vous n'avez pas besoin de vous loguer, de dire qui vous êtes et on ne vous donne pas des droits spécifiques pour accéder à telle ou telle fonctionnalité de l'outil bureautique. C'est un outil de productivité personnelle qui est déployé à l'échelle de l'entreprise parce que on veut supprimer le papier parce que ça apporte plein d'avantages. Par contre, on ne va pas s'amuser à décrire des rôles particuliers ou des autorisations particulières ou des fonctions autorisées ou pas autorisées dans Word. En général, vous avez un package complet et un utilisateur de Word peut tout utiliser indépendamment de son rôle et de son activité dans l'entreprise. Donc là, on est sur quelque chose qui est plutôt un outil de productivité personnelle. C'est vrai pour les outils de bureautique, c'est vrai pour certains outils de conception, de CAO, pour certaines plateformes techniques. C'est-à-dire que on dit on a un ingénieur, il a besoin de ça, on lui donne, mais on ne gère pas du tout son accès ou ce qu'il peut faire avec. Et puis on aura des outils qui seront plus des outils de collaboration ou des outils d'entreprise. Et dans ce cas-là, on va capturer des informations et des contextes qui vont guider, permettre l'accès, enfin contrôler l'accès des ressources soit informationnelles, soit des ressources, je dirais, de fonctions applicables, de fonctionnalités, que pourra ou pas utiliser l'utilisateur dans tel ou tel contexte en fonction de son rôle. Et ça, on est dans des applications beaucoup plus complexes où on va refléter dans l'application euh, le contexte métier et entreprise ou organisationnel de l'endroit où la plateforme va être déployée et mise à disposition pour une catégorie d'acteurs dans un système d'information. Alors, si j'insiste sur ces éléments au niveau applicatif, c'est que vous avez une typologie d'application qui est différente et en fonction des cas ou des besoins, elles pourront être personnelles, elles seront pour des petites équipes ou elles seront carrément pour des organisations. On parle dans ce cas-là de progiciel d'entreprise. Et si vous êtes dans l'ingénierie des systèmes si vous avez besoin d'être impliqué dans l'ingénierie logicielle ou de systèmes applicatifs ou de systèmes d'information d'entreprise, c'est une catégorisation des applications qui est très importante parce que elle permet de prendre en compte des aspects qui, dans certains cas, sont utiles et dans d'autres cas, ne le sont pas.